Quand on entreprend ce type d'action avec Action Froid, pour Calais, on s'y prend pas plus d'une dizaine de jours à l'avance, avec toujours un défi dont on pense qu'il va fonctionner, mais on n'en sait rien, qui est de remplir notre camion, c'est-à-dire de faire un voyage utile. Excellent. Donc ce matin on est parti à 14 je crois, ouais 14 répartis dans 3 voitures et un camion. Et en fait notre destination de Calais, on sert un petit peu de relais sur Paris. On a décidé de venir en épaule aux associations qui sont actuellement, elles aussi, bien sous pression, parce qu'ils sont assez peu nombreux. La première chose qu'on voit en arrivant, c'est ces migrants qui sont errants dans la rue. Ils sont là, mais on ne les regarde pas, on ne prête pas attention à eux, à part quand c'est pour leur taper dessus ou leur demander gentiment de partir. On a l'impression un peu d'être dans un reportage, en fait, d'être dans sa télé et de se dire mais mon Dieu, on est dans quel pays on est je ne sais pas, je suis au Pakistan, en Afghanistan, n'importe où. Et on se rappelle que non, en fait, on est en France. We are in Alitran jungle and here is 900 people in Alitran jungle. And they live together, Alitran and little Afghani people, I think 100 Afghani people and 800 Alitran people. And it's a very bad situation, you can see everything. They stay here 7 months now, 7 months before they are another place near port. Donc tu peux me dire ce que vous avez amené aujourd'hui? Alors aujourd'hui sur Calais on a amené des couvertures, des matelas, des vêtements chauds, des chaussures, des livres en anglais, du lait pour les bébés, des couches, des pansements, tout ce qui est antiseptique, des attelles, des Doliprane, enfin tout ce qui est médicaments sans ordonnance qu'une infirmière va gérer ici, des tentes, des matelas. Vous avez mis combien de temps pour collecter Je pense à peu près 3 semaines. Via quel biais? Tous. La famille, les amis, les entreprises, des personnes qui sont aussi qui s'occupent de Gaza et tout, qui nous ont fourni eux tout ce qui était antiseptique et tout ça, tout ce qui était paramédical. Voilà, tous les biais possibles d'humain à humain quoi. En gros, vous êtes des bénévoles qui aident les bénévoles. Ouais, c'est une certaine façon, bénévole qui aidons les bénévoles. Disons qu'on n'a pas non plus une puissance de feu invraisemblable pour venir aider 2000 personnes. Et donc la meilleure solution, c'est encore de regrouper toutes les forces qu'on peut avoir éparses un petit peu en France, qu'il s'agisse de nous, Action Froid, ou d'autres qui ont fait déjà le déplacement du Jura, par exemple, il y a 2 mois environ. On essaye d'épauler toutes ces associations. C'est Noël avant l'heure. Dans 3 jours, tout est distribué. Il manque tellement de choses. Et là, il y a des couvertures. On a vu des pulls, des couvertures, des tentes, des matelas, des coussins. Plus qu'on aurait osé imaginer, en fait. On est allé dans une petite rue adjacente où on nous a suivis quasiment en courant. On a distribué nos couvertures à la sauvette et on est vite parti avant d'être vu par les autres. C'est la générosité dans ces contextes extrêmes
est autant un acte de générosité qu'un acte de cruauté. In jungle they have a beautiful church. They have, for Muslim, they have mosque, and they have kitchen, they have restaurant, they have one shop, and but it's very difficult to live here outside. They need everything: blanket, shoes, jacket, clothes. Comment est-ce possible chez nous? C'est ce double volet, c'est cette double attaque qu'on reçoit, la situation humanitaire et les droits de l'homme. Il y a un truc là qui ne fonctionne pas chez nous. Et là, ce sont les deux, et les droits de l'homme, pourquoi en sont-ils là? Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à préserver la dignité un minimum de ces gens-là? Comment se fait-il qu'on accepte 15 millions d'euros pour construire un grillage et qu'on prétende ne pas pouvoir nourrir ces gens-là? C'est bien comme ça. On sait que donc il y a l'autoroute à Calais, il y a les camions, et eux ils essayent en gros de monter dans les camions par n'importe quel moyen et de passer donc la frontière du coup dans le camion. Et, par exemple, il y a des dunes et ils sont là, ils attendent qu'il y ait des bouchons ou des ralentissements pour s'accrocher au camion comme ils peuvent et essayer de continuer comme ça. Après, il y a aussi la nuit, quand les camions s'arrêtent, il y a des grands parkings de camions qui sont très surveillés par la police là-bas, parce que la police là-bas c'est quand même quelque chose, et qui est très surveillée, mais bon, il y en a toujours qui arrivent à passer, ils ouvrent les portes des camions, ou si c'est une bâche, ils coupent la bâche, ils essayent de monter, ils essayent de se cacher tant bien que mal. Il y en a certains qui y arrivent, il y en a d'autres qui n'y arrivent pas, il y en a qui arrivent à fuir, il y en a qui sont tabassés par les flics notamment, et c'est ça leur quotidien. Ils le disent même, hein, ils attendent la journée, ils attendent que la journée passe. Et venu le soir, la nuit, quand il fait sombre, eh bien, ils prennent leurs petites affaires, ils mettent 3-4 pulls, des gilets, des paires de chaussettes. Et ils essayent d'aller, ils le disent, go, go, go. Ils essaient de passer la frontière. On a peur de quoi? De la police qui vous ramène 5000 bornes en arrière, qui vous renvoie en Italie si c'est là qu'on a pris vos empreintes, ou qui prennent vos empreintes et vous rééloignent de 200 à 300 km, juste histoire de rendre votre vie un peu plus pénible. Voilà ce dont ils ont peur, basiquement. Alors ensuite, est-ce qu'ils ont peur de tomber sur des néo-nazis de Sauvon-Calais, ou est-ce qu'ils ont peur de tomber sur des policiers particulièrement agressifs? J'imagine, oui. De même qu'ils doivent avoir peur de ne pas avoir de nourriture pour le soir, de même que ce sont des gens, oui, qu'on fait vivre dans la peur, sous la menace constante, pressante, de partout. My name is Ahmed. I'm from Sudan. Many people, about 70 people, died in one day. You know, my father is died before 7 months. After I ran outside, my mother tell me you can go to Khartoum, is not good, you know. Il est allé en Libye, et en Libye, bon, forcément, il y a eu d'autres soucis qu'on connaît aussi.
Et donc son voyage l'a amené ici pour aller en Angleterre. Ta vie est menacée, tu es absolument incapable de faire face aux pressions et à la possibilité d'élever tes enfants, ta femme, ou enfin des fois ce sont les femmes et les enfants qui partent, hein, donc de s'élever eux-mêmes de ces gens-là qui n'ont plus d'autre choix que de partir ou de mourir. Donc ils partent. Ils partent, et comme effectivement ils sont de plus en plus nombreux à partir depuis des années, eh ben, il y a des passeurs, il y a des gens, il y a des réseaux, il y a des budgets, il y a des solidarités familiales, tout le monde se cotise pour celui qui part. C'est voilà, c'est comme dans les prisons, comme dans les camps, on en pousse, on en aide certains à s'évader, les autres se sacrifient pour rester. Donc en espérant que le secours viendra de celui qui s'évade. Et puis, quand c'est cette ceinture de l'Afrique, eh ben, il faut traverser un désert, voilà, qui s'appelle le Sahara, à peu de choses près. Et pour traverser le Sahara, ben, on monte dans des camions qui sont bondés, surchauffés. Celui auquel nous avons parlé était très pudique, on lui a pas demandé s'il y avait eu des morts en route, mais moi j'ai eu d'autres récits, notamment de femmes, oui, qui décrivent les gens qu'on fait descendre à l'étape du camion et qu'on laisse sur le bord de la route, les odeurs pestilentielles, l'arrivée en Libye ou en Égypte, mais là, nous, j'ai toujours entendu des récits de Libye où à chaque fois, on ressort un billet et on doit ressortir un billet et on pense que c'est fini, mais non, on doit ressortir un billet. Voilà, jusqu'en Italie où là, c'est le jeu de cache-cache avec la police pour essayer de ne pas se faire prendre en Italie déjà, pour ne pas y être renvoyé, puisque la règle c'est que le premier pays qui vous chope, soit vous prend vos empreintes digitales, soit regarde le pays dans lequel elles ont été prises la première fois. Et voilà. Et si on vous les a prises en Italie, on vous renvoie en Italie. I will go to the office. I follow. I pass. I go on feet. I go on feet. I come on feet. Yes. No food. I sleeping here. No cover. Very bad situation. You know. Info Pôle emploi. I don't see even the meaning of that. What I understand is that you are asking for asylum. Okay. They want to go to UK. Yes. They don't want to get asile. Et lui, il a pensé à Calais, tous ces gens-là veulent aller en Angleterre. Ils vont pas demander l'asile. Yeah. Donc il y aura peu de personnes ici pour demander l'asile. En fait, ça fait des années qu'ils appellent ça jungle. Parce qu'ils vivent voilà, dans des bois, dans des, comment je vais dire, de façon primitive, hein, parce qu'en fait, ils n'ont pas de toilettes, ils n'ont pas de douche, ils n'ont pas d'eau. Certains groupuscules se servent de certaines choses que certains migrants, très peu, mais certains migrants font, comme boire ou éventuellement peut-être agresser, chose qu'on condamne hein, naturellement. Mais je pense qu'à côté de ça, quand on fait des appels aux dons, quand on fait des collectes, il y a beaucoup de monde qui nous contacte, même sur Calais Ouverture Humanité, qui nous donne leur numéro pour qu'on aille chez eux chercher ce qu'ils ont à donner, soit des vêtements, des poussettes, de la bouffe, enfin voilà quoi, je veux dire, mais ils donnent, les gens donnent. Les murs dans le monde ont été multipliés par 3 pour fermer les frontières aux migrants. On nous prône l'ouverture des frontières, on nous prône la liberté de circulation, non pas pour les hommes et les femmes, mais la liberté de circulation des marchandises et des capitaux, et la fermeture des frontières en contrepartie aux hommes et aux femmes. L'Angleterre, sans renoncer à ses positions, a au contraire proposé à la France de l'aider, voilà, généreusement et utilement, pour assurer la sécurité de ses frontières, et donc en débloquant 15 millions d'euros destinés à la construction d'un mur qui essaye de fermer un peu plus que ce qu'elle ne l'était, ce qu'on peut appeler la souricière de Calais, le piège de Calais, pour tous ces gens. Voilà, un mur qui, comme tous les murs construits dans le monde et connus et identifiés, ne sert quasiment à rien, enfin, sinon à enrichir un peu plus les passeurs,
et donc des mafias locales, sinon à exacerber les haines. C'est des grillages de je ne sais pas trop combien de mètres de haut, peut-être 4-5, je ne sais pas du tout. Sachant que tout en haut de ce mur, il y a du fil de barbelé tout autour. Et c'est pas du petit barbelé qu'on a dans nos champs en province ou ailleurs, c'est le barbelé qui coupe. Qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que ça casse leur volonté? Pas du tout. Je l'ai entendu. Pour eux, oui, c'est un mur, mais ça va pas les empêcher de vouloir passer de l'autre côté de toute manière. Et puis ça fait vraiment, encore on revient au terme jungle, mais là du coup ça fait vraiment enfermé dans Calais. C'est vraiment, il les enferme ici. Sauf qu'ils stagnent et du coup il y en a d'autres qui arrivent, donc le chiffre augmente. Et quelle autre solution? Et moi dans ma tête je me dis mais 15 millions d'euros, mais combien de centres et de camps de réfugiés on peut construire? Je sais pas, mais je pense qu'on peut construire autre chose qu'un mur pour les isoler à Calais et les laisser bloqués à Calais. Saki est un jeune Pakistanais qui a quitté sa famille et le Pakistan pour des problèmes politiques et religieux il y a 9 ans. Et maintenant, il vit avec moi depuis 9 mois. Depuis qu'il vit chez moi, mes enfants ne veulent plus rentrer chez moi. Donc pourquoi, je ne sais pas. Je ne sais pas l'expliquer. Je me dis qu'un jour, elles reviendront. J'attends, je prends patience. Toutes les nuits, il allait au parking pour essayer de passer en Angleterre, quoi. Toutes les nuits, il faisait ça. Et c'est vrai que je me rongeais les sangs parce que je sais que la police n'est pas tendre avec eux. Et là, maintenant, il est en demande d'asile. Donc il n'essaie plus. Il a compris que c'était difficile et que c'était souvent au péril de leur vie, quoi. La preuve est que certains y laissent la vie. S'ils les font descendre un peu brutalement du camion, le portable tombe, ils écrasent le portable de leurs pieds, ils disent « Oh, pardon, voilà ». Ou alors ils leur prennent leurs chaussures, ou ils les emmènent à 40 km, ils leur enlèvent leurs chaussures et ils leur disent « Allez, go salam », on les voit revenir sans chaussures. Après, ils leur coupent la prise recharge de leur portable. Enfin, ils leur font, voilà quoi, je veux dire, et ça, plus ils les gazent également. Si ça arrivait à mes enfants, j'aimerais bien que quelqu'un leur tende la main, quoi, et c'est juste une question d'humanité. La mission des maraudes auprès des sans-abri, c'est une chose, mais là j'ai eu l'impression qu'on était carrément sur une mission humanitaire. Et c'est encore je pense que c'est la concentration du nombre de personnes qui m'a fait ça. J'ai pourtant un petit peu, j'ai passé l'âge d'être un peu étonné partout, mais là je reconnais que ça a été un choc. Non, 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 au mur de la honte. Non, 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 au mur de la honte. Non, 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 au mur de la honte encore. Non, 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 au mur de la honte.